Le ministère de l'administration territoriale lève tout équivoque sur la circulation de plus d'1 million de cartes NINA. Le département précise que sur les 8 millions confectionnés, le surplus 1 122 551 non personnalisés sont bel et bien stockés et sécurisés en France par la société ayant exécuté le marché. Sur la même question, nous recevons le président de la CIE. Les Maliens pour le président constitutionnel dans son rôle est appelé à valider ou au pire à annuler l'expression citoyenne. La rédaction ouvre une fenêtre sur les juges. 24 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. J'ouvre un journal que nous ouvrons comme tous les mercredis par le communiqué du Conseil des ministres, le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Avec vous, Ibrahima Djombele, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir Aoui, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret portant approbation de deux conventions de partage de production entre le gouvernement de la République du Mali et la société Circle Oil and Gas Ltd portant sur le bloc 21-28 du bassin de Taoudéni pour la recherche, l'exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux. Dans le cadre de la promotion de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures pour favoriser le développement économique du pays, le gouvernement, à travers le ministre des Mines, a signé deux conventions de partage de production avec la société Circle Oil and Gas Ltd. Ces conventions ont pour objet de permettre à la société Circle Oil Ltd d'effectuer à son compte sur le bloc 21 et 28 du bassin de Taoudéni, les activités de recherche d'hydrocarbures et en cas de découverte de gisements commercialement exploitables, les activités d'exploitation. Ces engagements pour les 4 dernières années, notamment le traitement et l'interprétation des données géoscientifiques existantes, la réalisation d'une campagne sismique, la réalisation d'études d'ingénierie de réservoirs, la réalisation de travaux de forage, la contribution à la promotion de la recherche et à la formation du personnel. La société Circle Oil Ltd fournira tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon déroulement des opérations pétrolières. Les coûts pétroliers supportés seront recouvrables dans les conditions définies par la Convention. Durant la période de validité de la Convention, la production des opérations pétrolières sera partagée entre l'État et la société. Pendant les 4 premières années, la société Circle Oil and Gas Ltd s'engage à dépenser sur le bloc 21 un montant minimum de 6 500 000 $ américains, soit environ 3 250 millions de francs CFA, et sur le bloc 28 un montant minimum de 3 900 000 $ américains, soit environ 1 950 millions de francs CFA. Un projet de décret portant approbation de la convention de concession entre le gouvernement de la République du Mali et la société New Catalyst Capital Investment portant sur le bloc 4 du bassin de Taoudéni pour la recherche, l'exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux. En application des dispositions de la loi du 2 août 2004 portant organisation de la recherche, de l'exploitation, du transport et du raffinage des hydrocarbures, le Conseil des ministres a approuvé la convention pétrolière de concession entre le gouvernement de la République du Mali et la société New Catalyst Capital Investment portant sur le bloc 4 du bassin de Taoudéni. Cette convention a pour objet de déterminer les conditions générales économiques, juridiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société procédera à titre exclusif aux travaux de recherche d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini en vue de déterminer l'existence des gisements susceptibles d'une exploitation industrielle, le cas échéant l'exploitation des dits gisements. Au terme de la dite convention, la société New Catalyst Capital Investment fournira
tous les moyens financiers et techniques nécessaires au bon fonctionnement des opérations pétrolières et supportera en totalité tous les risques liés à la réalisation de celles-ci. Pendant la période initiale du permis de recherche, New Catalyst Capital Investment s'engage à dépenser sur le bloc un montant minimum de 69 310 000 US$, soit environ 34 655 millions de francs CFA. En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures économiquement exploitable, la participation de l'État sera de 20% au minimum. La production résultant des opérations sera sujette au paiement de redevance. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassade du Mali à Accra, ambassadeur, Madame Konandi Aïssata Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, Madame So Kadidja Toudia, conseiller des Affaires étrangères. Consulat général du Mali à Abidjan, consul général, Monsieur Missa Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Consulat général du Mali à Bouaké, consul général, Madame Mariam Koulibaly, administrateur civil. Ambassade du Mali à Washington, ministre conseiller, M. Mohamed Al-Mustafa Sissé, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Addis Abeba, ministre conseiller, M. Sidi Moudi Sidibé, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Bruxelles, ministre conseiller, M. Mamounou Touré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Cheikh-Oumar Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Genève, ministre conseiller, M. Amadou Opatiam, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Paris, premier conseiller, M. Issa Konfourou, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Banya Touré, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Berlin, premier conseiller, M. Meidi Diakité, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Tripoli, premier conseiller, M. Kalilou Doumbia, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Mohamed Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Abuja, premier conseiller, M. Ibrahim Wologem, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Pékin, premier conseiller, M. Yoro Diallo, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Téhéran, premier conseiller, M. Tigé Girou, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Niamey, premier conseiller, M. Sédou Diakité, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Athanase Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller, Mme Sidibé Assanatou Tal, ingénieur informaticien. Ambassade du Mali à Rabat, deuxième conseiller, M. Adama Touré, ingénieur informaticien. Ambassade du Mali à Brazzaville, deuxième conseiller, M. Issa So, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller, M. Amadou Diallo, inspecteur des services économiques. Troisième conseiller, M. Sédou Diré, professeur principal de l'enseignement secondaire. Ambassade du Mali à Malabo, deuxième conseiller, M. Chaga Kone, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller, commissaire divisionnaire Bilali Tamboura. Ambassade du Mali à Tunis, deuxième conseiller, M. Mamoudou So, conseiller des Affaires étrangères. Mission permanente du Mali à New York, quatrième conseiller, M. Noël Diarra, conseiller des Affaires étrangères. Cinquième conseiller, M. Banyame Simpara, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Tokyo, deuxième conseiller donc, Mme Anta Sonfo, professeur de l'enseignement secondaire. Ambassade du Mali à Alger, deuxième conseiller, M. Issa Keita, inspecteur des services économiques. Ambassade du Mali à Moscou, deuxième conseiller, M. Binima Sagou, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à Berlin, deuxième conseiller, Mme Tangara Aminata Yalta, inspecteur des services économiques. Ambassade du Mali à Abuja, deuxième conseiller, M. Oumar Benke Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. Ambassade du Mali à La Havane, deuxième conseiller, M. Samba Ousmane Diakité,
conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère des Finances, payeur général du Trésor, M. Amadou Thiam, inspecteur du Trésor. Le receveur général du district de Bamako, M. Mahaman Chambou Aïdara, inspecteur du Trésor. À présent, le chapitre des communications au titre du ministère des Mines. Le Conseil des ministres a examiné une communication relative au document de stratégie globale du développement des secteurs miniers et pétroliers du Mali. Le Mali est parvenu, grâce à une politique volontariste dans le domaine du secteur minier, à se hisser au 3e rang des pays producteurs d'or. Cependant, au rythme actuel de l'exploitation, les réserves constituées par les gisements importants du type industriel et attractifs pour les grandes entreprises internationales seront épuisés à l'horizon d'une dizaine d'années. Afin de prévenir une rupture dans le soutien du secteur minier au développement du pays, il est devenu nécessaire de mettre en place une stratégie réaliste permettant de diversifier les ressources exploitées, de promouvoir la recherche pétrolière et gazière et l'exploitation des gisements d'or et d'autres substances. La stratégie globale de développement des secteurs miniers et pétroliers, objet de la présente communication, est proposée dans ce cadre. Elle a pour objectif de contribuer de façon substantielle au produit intérieur brut du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de tous les Maliens, notamment ceux directement affectés par les projets d'exploitation minière. La stratégie s'articule autour d'un certain nombre d'axes qui définissent les contours de la politique de développement des secteurs miniers et pétroliers pour les prochaines années. Ainsi, la diversification de la production minière s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action 2012-2019 qui vise la promotion des autres substances minérales, l'intensification de la recherche pétrolière et le renforcement des infrastructures géoscientifiques. Le développement spécifique du secteur pétrolier sera poursuivi à travers le renforcement du cadre législatif et institutionnel et son adaptation à l'environnement international, l'intensification de la recherche sur les différents bassins sédimentaires et la promotion des blocs pétroliers. L'organisation des secteurs miniers sera réalisée avec le département chargé des collectivités territoriales. La mise en place des mécanismes garantira la réalisation effective du plan de fermeture des mines et le contrôle environnemental des exploitations. La formation technique et la création d'emplois pour les jeunes seront favorisées par un appui à la création des filières de formation professionnelle et technique adaptées aux besoins de la petite mine et la création d'une école africaine des mines pour les profils techniques. Le développement des facteurs d'accompagnement sera assuré par la création des conditions favorables au développement des réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques et par l'interconnexion des mines. La mise en œuvre de cette stratégie donnera une nouvelle dynamique à l'exploitation des substances minérales et sa meilleure intégration dans l'économie locale, régionale et nationale. Aoué Touré. Merci vraiment, Djombélé. Vous allez rester. L'Union africaine va déployer une cinquantaine d'observateurs au Mali pour l'élection présidentielle du 28 juillet. Ces observateurs veilleront à la bonne tenue et à la régularité du scrutin. Le chef de la mission de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, s'est entretenu cet après-midi avec le Premier ministre Django Sissoko. À sa sortie d'audience, il est au micro de Bourama Traoré. Je conduis la mission des observateurs de l'Union africaine et qu'à ce titre, une des personnalités à rencontrer au plus tôt, c'est Monsieur le Premier ministre, qui nous a pris tout de suite et qui nous a permis d'avancer un peu dans notre compréhension de tout ce qui peut se passer dans le pays ici. Je pense que c'était une excellente idée d'aller le voir. L'Union africaine va déployer une cinquantaine d'observateurs. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est beaucoup, parce que l'Union africaine, qui est l'union mère de toutes les institutions sous-régionales, comme la CEDEAO, l'UEMOA, entend coordonner toutes ces actions pour que les gros bataillons
que la CEDEAO va déployer, ainsi que les éléments substantiels que l'UEMOA va déployer, ajoutés au contingent de l'Union africaine, puissent nous permettre une couverture absolument générale et globale de toute l'étendue du territoire malien. La presse nationale et internationale est fortement mobilisée pour couvrir cet événement. Cet après-midi, le ministre de la Communication a rencontré les journalistes pour échanger avec eux des dispositions pratiques sur le terrain. Le ministre Manga Dambélé a saisi cette opportunité pour inviter l'ensemble des médias du Mali et d'ailleurs à plus de responsabilités, nous dit Ibrahima Traoré. À quelques jours de la présidentielle au Mali, le ministre de la Communication rencontre l'ensemble de la presse pour souhaiter d'abord la bienvenue aux étrangers. À ce jour, une cinquantaine d'organes internationaux sont accrédités ici au Mali. Pour le porte-parole du gouvernement, il est important de rappeler aux uns et aux autres le défi auquel le Mali fait face, réussir l'organisation du scrutin du 28 juillet dans la stabilité, ce qui nécessite, dira Manga Dambélé, un concours primordial des journalistes. Cela est possible et sera possible avec vous. Parce que nous savons nous-mêmes quel est notre rôle, sinon quelles sont nos missions pour qu'un rendez-vous du genre soit réussi. Inutile de vous rappeler que lorsque nous ne sommes pas professionnels dans ce que nous faisons, au lieu d'être la solution, nous allons être le problème. Mais je dis, nous ne serons pas le problème. Moi, je tenais à vous rencontrer pour vous dire bonjour et vous souhaiter beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile ce que nous faisons. Au total, 6 877 449 électeurs potentiels sont appelés dimanche aux urnes. Ils doivent voter dans 25 000 bureaux, dont 2163 à Bamako. 85% des cartes NINA sont déjà retirées, selon le ministère de l'administration territoriale. Le ministre de la Communication a insisté sur le sens de responsabilité des uns et des autres. Le Mali, dit-il, sort progressivement d'une crise et a plus besoin d'apaisement. Il invite les médias nationaux et internationaux à éviter les tendances dans le traitement de l'information, surtout pendant cette période. La transition, Ibrahima Traoré, elle est toute trouvée pour parler de l'élection présidentielle 2013 avec cette rencontre ce matin au ministère de l'administration territoriale entre les responsables du département et les mandataires des candidats à l'élection présidentielle. Une rencontre qui avait pour objet de faire la lumière, alors toute la lumière sur les allégations faisant cas de la circulation de plus d'1 million de cartes NINA dans la capitale. Pour le département, le dossier d'appel d'offres a été fait sur la base de 8 millions de cartes sur lesquelles 6 877 449 ont été confectionnées. Pour le nombre de votants, le surplus, 1 122 551 cartes non personnalisées sont stockées et sécurisées en France par la société ayant exécuté le marché. Mohamed Diarra a suivi cette rencontre. Il n'y a pas de confusion possible, pas de surplus de cartes NINA qui circulent à Bamako comme l'ont affirmé certains candidats à l'élection présidentielle. L'administration territoriale est un peu plus claire sur la question. L'histoire de cartes NINA, ça est en train de prendre l'allure d'un montage assez grotesque. Parce que de quoi s'agit-il en fait? Vous savez, le marché des cartes NINA a été préparé, monté à un moment où on ne savait même pas le nombre d'électeurs parce que le fichier était très loin potentiellement d'être prêt. Est-ce qu'il fallait qu'on attende de savoir exactement le nombre d'électeurs potentiels pour lancer le marché sur la base des 7 millions et quelques qui sont sur le fichier potentiel? Ou alors fallait-il anticiper en se donnant les moyens au niveau de la gestion du marché pour être conforme en même temps aux procédures et aux délais? Nous, en toute responsabilité, nous avons décidé justement de respecter les procédures et les délais à la fois. Donc, nous sommes allés sur un nombre de 8 millions d'électeurs dans le dossier d'appel d'offres. Mais ce qui est évident pour nous, c'est qu'à l'exécution du marché, les documents d'exécution fournis à l'entreprise ne portent que la liste d'électeurs fournis par la DGE, donc le nombre des électeurs potentiels. Donc c'est sur cette base que les cartes NINA ont été confectionnées.
En clair, ce sont 1 120 551 cartes non personnalisées qui sont stockées et sécurisées par la société Morpho Safran, selon Brahima Fomba. Après cette mise au point, le directeur général de l'administration territoriale a fait l'état des lieux en fournissant des précisions sur le dispositif de transparence de l'élection du 28 juillet. De l'exposé de Bassirou Coulibaly, on retient le retour effectif de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Le matériel électoral et les documents électoraux ont été acheminés. Après les cas de radiation et de transfert, le nombre d'électeurs potentiels est de 6 829 696. Des dispositions sont en train d'être prises également afin que les 10 019 réfugiés puissent voter. La sécurisation du scrutin sera assurée par l'armée malienne et les forces de l'aménagement. Au cours de la rencontre, il a été question également des dispositifs juridiques de traitement et de remontée des résultats. Remontée des résultats s'est fait depuis le bureau de vote, en présence de tout le monde, jusqu'au niveau de la commission locale de centralisation, où là c'est traité en présence de tout le monde, y compris les représentants des candidats en liste. Et ce résultat est transféré jusqu'au niveau du ministère de l'administration territoriale ici. Et il va être traité de la même manière en présence des candidats. Les mandataires des différents candidats à l'élection présidentielle ont salué ce dialogue initié par le ministère de l'administration territoriale. À l'issue de la rencontre, le violence semblait d'une manière générale s'accorder, car chacun a eu plus ou moins des éclaircissements par rapport à ses préoccupations. Voilà, je vous le disais dans les titres, on a un invité sur ce plateau justement qui va nous parler davantage de la circulation des cartes Nina, des informations qui ont été relayées par certains. Bonsoir Monsieur Djamoutani, vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de suivre en même temps que moi les précisions du département en charge de l'organisation des élections. Après ces précisions du département, est-ce que vous-même vous avez été saisi de la question? Si oui, qu'en est-il exactement? Merci. Nous avons à la CENI reçu beaucoup de correspondances émanant des partis politiques et des candidats en rapport avec cette question de circulation de cartes Nina non personnalisées. Nous avons donné les détails de ces cartes. Conformément à la loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante est chargée de la supervision et de la confection des cartes Nina et de leur remise. C'est au titre de cette disposition de la loi que nous avons effectué une mission en France pour superviser effectivement la production des cartes Nina. Nous pouvons vous donner le détail des cartes. Allez-y. Alors, le contrat de confection des cartes Nina comporte effectivement 8 millions de cartes. Mais il a été personnalisé 6 877 449 cartes. Donc la différence, c'est 1 122 551 cartes. Il y a eu 3 envois de ces cartes au Mali. Le premier envoi, c'était le 11 juin 2013. Il y a eu 963 405 cartes. Le second envoi, c'était le 17 juin 2013, 2 872 699 cartes. Le troisième et le dernier envoi, c'était le 15 juin 2013, 3 41 329 cartes. Si on totalise cela, on obtient 6 877 433. Donc, il y a eu 16 cartes en moins. Il était prévu de personnaliser 6 867 449, mais il y a eu 16 cartes en moins pour des raisons techniques. Alors, du retour de cette mission, nous avons posé le problème du surplus des cartes. Nous avons eu le 17 juin 2013 une réunion tripartite, ministère de l'administration territoriale, délégation générale aux élections et la CENI, à propos de la gestion de 1 million de la différence des cartes non personnalisées. Nous avons décidé ce jour-là de laisser les cartes non personnalisées à l'usine. C'est plus précisément à Lyon, en France. Pourquoi? Parce que la personnalisation des cartes s'est faite en France. Il n'y a aucune raison de faire venir au Mali les cartes non personnalisées. Si bien que, pour la CENI, il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'il existe des cartes non personnalisées en circulation à Bamako. Pas plus tard que ce matin, la CENI, au regard des rumeurs par rapport justement à cette question de cartes,
est entré en contact avec M. Geoffroy Legros, qui est le responsable commercial Jeune Afrique de l'Ouest, de l'entreprise Safran Mafo, et de Yves Leken, qui est le responsable du programme Carte Nina, ont convenu effectivement le surplus de cartes est en lieu sûr à l'intérieur de l'usine à Lyon, en France. Et quand est-ce que cette mission partira pour la France? Aujourd'hui, nous avons obtenu du ministère de l'Administration territoriale la lettre adressée à l'entreprise Safran Morpho, et le président de la commission électorale de l'ambassade de Paris, M. Kishri Doumbia, qui est notre représentant à Paris, doit effectuer demain matin un déplacement à Lyon pour aller effectivement constater que la différence de cartes est restée en France. Elle n'est pas venue au Mali. En attendant le retour de mission de cette commission de la CENI, et maintenant, en tant que structure de supervision, vous n'êtes pas sans savoir, plus on approche du jour J, la polémique enfle. En tant que structure de supervision, est-ce que aurez-vous les moyens, sinon des mécanismes, au cas où des personnes seraient tentées d'utiliser ces cartes le jour du vote? Nous avons dit à tous ceux qui nous ont interpellés par rapport à l'échange du surplus des cardinats que pour la personnalisation de ces cartes, il faut des moyens techniques assez forts, premièrement. Deuxièmement, pour nous, il n'y a aucune raison que les cardinats non personnalisés circulent aujourd'hui à Bamako. Et je dis à tout le monde, si vous avez connaissance d'une carte non personnalisée Nina, n'hésitez pas, saisissez la CENI. La CENI se joindra à vous pour essayer, pour comprendre effectivement de quoi il s'agit. Donc la CENI est disposée à recevoir toute requête de cartes non personnalisées en circulation à Bamako. Mais on a entendu des candidats plaignants dire que ces cartes non personnalisées doivent être scellées à votre niveau. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible au cas où oui, le lundi 17 juin, lorsque nous sommes retrouvés à Troyes, la DGE, le ministère de l'Administration territoriale et la CENI, nous avons fait le choix de garder les cartes non personnalisées en France. Si ce jour-là, la décision avait été prise de les faire venir au Mali et de les mettre sous scellé à la CENI, on aurait fait. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'il faut qu'on s'assure seulement que ces cartes non personnalisées sont encore dans l'usine en France. Il est plus facile que de chercher à les faire venir aujourd'hui et de les mettre sous scellé à la CENI. Mais si des exigences faisaient qu'on devait arriver à ça, la CENI ne voit aucun inconvénient pour que cela puisse être fait. Voilà, Monsieur le Président, une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y a quelques jours, vous avez évoqué, vous avez des appréhensions quant à la tenue du scrutin à la date indiquée. On est à jour J-3. Êtes-vous toujours dans le même état d'esprit ou vous êtes vraiment prêt, la CENI, à jouer sa partition aujourd'hui? La CENI a toujours dit qu'elle jouera pleinement sa partition. Les observations qu'elle a eu à faire portaient sur l'état de préparation au moment où ces observations étaient faites. Nous avons dit que la CENI mettra tout en œuvre pour que, à la date indiquée, c'est-à-dire le 28 juillet 2013, nous soyons prêts pour jouer pleinement notre mission de supervision du processus électoral. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les démembrements de la CENI travaillent sur le terrain. Les délégués que nous avons recrutés et qui doivent être déployés dans le bureau sont en cours de formation. Les observateurs internationaux et nationaux ont obtenu des accréditations de la part de la CENI. Ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons près de 1 300 observateurs internationaux et plus de 3 000 observateurs nationaux. Donc, une élection qui suscite beaucoup d'intérêt. Nous avons délivré près de 5 000 titres d'accréditation à la date d'aujourd'hui. Donc je pense que tout cela procède de la volonté de la CENI et des autres organes d'organisation des élections d'avoir un scrutin crédible. Et la CENI jouera pleinement sa partition. Et vous rassurez ainsi la classe politique malienne? Oui. Moi, je voudrais dire que les candidats, la classe politique, je leur demande de faire confiance d'une part à la CENI et d'autre part aux autres organes dans les préparatifs des élections à venir. Je vous dis que nous avons pris toutes les précautions pour que, de la centralisation des résultats à la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'Administration territoriale, ce travail de supervision soit fait de façon efficace. La CENI va déployer sur le terrain, dans chaque bureau de vote, un délégué et dans chaque chef de cercle, un technicien d'appui pour la centralisation des résultats.
Cela pour ajouter du crédit à ce que l'administration aura à apporter comme résultat provisoire. Et nous jouons pleinement notre partition. Si jamais quelqu'un a connaissance, encore une fois, d'une carte NINA non personnalisée, qui veut bien s'adresser à la CENI, qui cherchera à voir clair dans cette affaire. Merci, Monsieur Djamoutani, le président de la CENI, qui a voulu être des nôtres pour parler de ce problème de cartes NINA non personnalisées en circulation dans le pays. Et vous allez rester avec moi pour suivre ce communiqué dont vous êtes signateur. D'ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite les observateurs internationaux à une rencontre d'information et d'échange demain, jeudi 25 juillet à 15 h à l'hôtel Olympe. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Encore une fois, merci, Monsieur le Président de la CENI. Nous poursuivons le cours de ce journal avec ce communiqué du gouverneur du district de Bamako qui rappelle plutôt à l'attention de l'ensemble des électeurs des 6 communes que la fin des opérations de retrait des cartes NINA est impérativement fixée au samedi 27 juillet 2013 à 16 h. Au-delà de cette date, aucune carte ne pourra être retirée. Aucune carte ne sera également disponible dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Par conséquent, il invite les retardataires qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir retirer leur carte sous peine d'être privés de leur devoir civique. En deuxième région, le parti Convergence africaine pour le renouveau CAR Afriki, la Kouraya, a tenu ce matin dans la salle Siramouri Diabaté le meeting de son candidat. Un meeting qui s'inscrit dans le cadre de la campagne pour la présidentielle de juillet 2013. Le candidat a mis à profit ce meeting pour expliquer le choix de sa candidature. Cheikh Boukadari Traoré a ensuite dévoilé ses priorités pour un changement. Nous retrouvons depuis la région de Kaye notre reporter, de Koulikoro, notre reporter Ousmane Koïta. C'est dans une salle Siramouri Diabaté comble et très ambiante que le candidat du parti Convergence africaine pour le renouveau CAR Afrique Lacroya et sa délégation ont été accueillis à Koulikoro. Les militants et sympathisants du parti ont tous tenu à être présents pour honorer leur engagement pour son porte-drapeau. Cette intervention ponctuée de slogans ont meublé ce meeting. Le candidat Cheikh Boukadari Traoré, en prenant la parole, a tout d'abord salué tous ceux qui ont fait le déplacement avant d'expliquer son projet de société pour le Mali. Ça fait pratiquement presque 3 ans que nous sommes venus vers vous dans le cadre de notre concertation et de notre conversation afin de vous dire qui nous sommes, ce que nous voulons faire pour notre nation et demander vos bénédictions. Mais aussi avoir une conversation avec vous pour savoir vos préoccupations et les remèdes que vous-même vous avez comme solution à ces problèmes. Parce que nous vous avons toujours dit que nos solutions ne peuvent venir qu'en complément aux vôtres. C'est au cours de ces concertations et conversations que nous avons su que le tissu social malien a été détruit à cause des mauvaises politiques de gouvernance dans ce pays. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il est temps d'injecter plus de démocratie dans notre système. Mais nous voulons que cette démocratie soit liée aux composantes de notre culture et à notre identité. C'est le combat de la Convergence africaine pour le renouveau. C'est mon combat aujourd'hui. Le candidat de la Convergence africaine pour le renouveau, car dans sa vision pour le Mali, prône le changement. Un changement qui se fera avec tous les fils du pays. Nous voulons que vous sachiez qu'aucune nation ne peut se développer sans la participation des enfants, des citoyens de ce pays. C'est pourquoi nous vous prions d'être de bons citoyens, de vous lever pour vous battre pour vos communautés, de vous lever pour voter ce 28 juillet, pour un vrai changement, un changement digne de nom, un changement qui va prôner le renouveau dans ce pays, un changement qui va bâtir une nation de droit, un changement qui va mettre en place des politiques d'emploi cohérentes et viables, un changement qui va restructurer notre armée afin que les ennemis du Mali ne tentent plus de s'accaparer de notre pays.
Les gens de danse du folklore et les chercheurs ont reçu l'éclat du meeting de convergence africaine pour le renouveau car Afrique Lacroya dans la capitale du Mikitan. Un meeting qui a débuté par l'hymne national chanté en chœur. Arrivée de l'ancien président ghanéen John Kufuor cet après-midi à Bamako, il a été désigné chef de la mission d'observation de la CEDEAO de l'élection présidentielle, et cela conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui stipule que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest assiste les États membres dans l'organisation des élections. En plus des 250 observateurs d'expertise différentes et variées qui ont été mobilisés à cet effet, la CEDEAO vient de faire don d'1 million de dollars américains au gouvernement du Mali pour assurer le bon déroulement du vote. À sa descente d'avion, il a lu une déclaration recueillie par Aïssata Ibrahima Meiga. As I touched down in this historic city of Bamako, en foulant le sol de cette ville historique qu'est Bamako, j'emmène avec moi la solidarité et les meilleurs vœux de toute la communauté ouest-africaine, au gouvernement et au grand peuple du Mali à l'orée de l'élection présidentielle prévue pour le 28 juillet 2013. Cette élection est symbolique à bien des égards. C'est avant tout un défi aux tentatives avortées des forces destructives de la terreur et du séparatisme de démembrer et de soumettre cette nation connue pour son orgueil et sa grandeur. Deuxièmement, le couronnement des efforts vaillants des fils et des filles de cet État membre fondateur de la CEDEAO pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de leur pays, tout en maintenant le cap de la consolidation de la démocratie et de la légitimité internationale. Il est à mettre au crédit des acteurs politiques d'avoir pu s'entendre pour aller à l'élection dans les circonstances actuelles. Et ils doivent en être félicités. Le 28 juillet 2013, le peuple est déterminé à élire un président qui sera l'interlocuteur légitime de la communauté internationale, élargi dans les efforts de restauration d'une vie constitutionnelle normale et de galvanisation de l'assistance internationale pour la reconstruction post-conflit du pays. Conscient des enjeux, j'en appelle au sens de la responsabilité et au patriotisme de tous les Maliens, particulièrement les partis politiques et des candidats, à cette étape critique de l'histoire du pays pour qu'ils veillent à ce que l'élection se déroule dans une atmosphère calme et retenue. Il revient à chaque candidat d'accepter le verdict des urnes. Dans le cadre du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a fait don d'1 million de dollars américains au gouvernement malien et a déployé une équipe électorale technique pour la préparation de l'élection. En plus, la CEDEAO déploie en ce moment une mission d'observation forte de 250 observateurs pour suivre le vote et assurer que, dans les limites des imperfections objectives, le vote se déroule de manière paisible, libre, juste et transparente. Voici le message que je vous apporte du peuple ouest-africain qui vous supporte dans ce processus. Voilà, la mission d'observation de la CEDEAO est déjà à Bamako. Elle a même commencé à sensibiliser ses membres sur les enjeux de l'élection présidentielle qui va se dérouler dimanche. La rencontre a eu lieu à l'école de maintien de la paix à l'une Blondembe. Cérémonie suivie par Agali Agissa. En attendant leur répartition sur l'étendue du territoire national, les 250 observateurs de la CEDEAO ont eu droit à des informations sur la situation politico-sécuritaire que connaît le Mali. À l'entame des échanges, le directeur des affaires politiques et la commissaire chargée des affaires politiques de la paix et la sécurité de la CEDEAO, Salimatou Husseini Suleiman, se sont étendus sur les conséquences du coup d'État du 22 mars 2012 et l'occupation de la partie septentrionale du pays par des terroristes, ainsi que les enjeux des élections à venir. Aujourd'hui, l'institution qui a contribué au retour de la paix à travers la mobilisation de la communauté internationale
national pour le recouvrement de l'intégrité territoriale et la signature d'un accord entre Bamako et les rebelles entend s'assurer de la crédibilité et de la transparence du scrutin présidentiel. À cause de la situation particulière, la présence des observateurs est tout aussi nécessaire. Les observateurs, ce n'est pas eux qui vont voter, mais ils vont essayer de voir comment les choses se sont passées et faire un rapport le plus objectif possible de ce qu'on a pu constater de positif, de négatif, et surtout à la fin faire des observations pour voir dans quelle mesure on pourrait améliorer davantage tout le système qui aura été mis en place par le gouvernement malien. La mission dirigée par l'ancien président ghanéen John Kufuor compte le plus gros contingent des observateurs et s'inscrit dans le cadre du protocole sur la démocratie signé par les États membres de la CEDEAO. La présence de ces observateurs va certainement rassurer le monde entier du bon déroulement de l'élection présidentielle au Mali. Agali Aguissa, la mission des observateurs de l'Union africaine aussi est présente à Bamako. Elle a animé à l'hôtel Radisson une conférence de presse pour communiquer une déclaration préélectorale qui fait le bilan de l'organisation de l'élection. Ensuite, cette même mission a reçu le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour parler des préparatifs des élections. Compte rendu Mahamadou Doumbia. L'UEMOA ne pouvait pas être absente à ce rendez-vous de l'histoire du Mali. C'est la conviction de Mélégué Traoré, chef de la mission d'observation de l'UEMOA. Lorsque nous observons les élections dans un État membre comme ici, c'est d'abord un geste de communion avec le peuple malien. Nous sommes évidemment exigeants comme tous les autres observateurs, mais nous ne pouvons pas oublier que quelque part nous avons une citoyenneté de l'Union et que le Mali est une partition de cette citoyenneté. Par conséquent, nous venons témoigner en observant les élections. C'est aussi une façon pour nous de participer au processus démocratique ici au Mali. Les observateurs de l'UEMOA ont commencé leur travail d'observation depuis déjà quelques mois. Ce travail se poursuivra avec le premier et éventuellement le second tour. Il sera sanctionné par un rapport contenant toutes les recommandations relatives au bon déroulement du processus. Habituellement, nous préparons l'observation des mois à l'avance, après une décision de la plénière du CIP UEMOA. Ensuite, on a toute une préparation qui se fait au niveau du siège à Bamako ici. Et ensuite, nous avons une phase qui commence une semaine, 10 jours avant le scrutin, qui nous permet de visiter, de voir comment l'administration électorale fonctionne, comment les inscriptions sont faites, comment est-ce que les gens arrivent à retirer leurs cartes correctement, etc. Les observateurs de l'UEMOA, qui seront entre 20 et 25 membres, comptent se rendre dans toutes les régions du Mali si les moyens le leur permettent. Alousseni Touré, peut-être que nous sommes allés plus vite que la machine. Là, il fallait suivre l'élément de la présence des observateurs de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Ils sont entre 20 et 25 observateurs qui vont sillonner le Mali pour suivre le scrutin de dimanche prochain. À présent, nous revenons sur la mission des observateurs de l'Union africaine qui a animé une conférence de presse avec Mahamadou Doumbia. Une mission d'observation de l'Union africaine séjourne dans notre pays depuis le 15 juin 2013. Cette mission des observateurs a pour but de suivre la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du scrutin. C'est justement dans ce cadre qu'une conférence de presse a été organisée pour informer les journalistes sur une déclaration préélectorale élaborée par les observateurs de l'Union africaine. Cette déclaration comprend plusieurs chapitres comme par exemple le contexte politique des élections, la loi électorale, le fichier électoral, la campagne électorale, la sécurité, les médias et ce qui intéressait en plus les journalistes, à savoir des rumeurs d'utilisation d'autres cartes NINA évoquées dans la déclaration préélectorale. La mission encourage les acteurs politiques à véhiculer des messages de paix et à maintenir la tradition de consensus qui a prévalu au Mali ces derniers mois. La mission souhaite que les organes de gestion des élections règlent la question des doutes exprimés par certains candidats sur des aspects particuliers du processus électoral, notamment sur l'utilisation de la carte NINA. Enfin, la mission encourage les médias à continuer d'accomplir leur mission positive de sensibilisation
et d'éducation des citoyens à la paix. Au cours d'une autre réunion organisée avec les observateurs de l'Union africaine, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, à propos de l'utilisation d'autres cartes NINA, Moussa Sinko Koulibaly est formel. Les cartes ont été faites conformément aux normes exactes et normes précises sur le fichier électoral. C'est-à-dire que le nombre de 6 877 449 sur le fichier électoral correspond au nombre de cartes. Il n'y a pas une carte de plus de produite, il n'y a pas une carte de moins de produite. Donc le débat concernant la mise en circulation de cartes vierges ou je ne sais pas quoi, c'est un faux débat. Et en plus, je rappelle que j'ai été déjà interpellé à l'Assemblée par rapport à cette question et que j'ai eu l'opportunité d'expliquer à l'Assemblée de quoi il s'agit. J'ai simplement expliqué que compte tenu des délais que nous avions pour la confection des cartes NINA et du fichier électoral, nous avions pris option sur 8 millions de cartes en disant que, quel que soit le scénario, on n'allait pas dépasser ce nombre. Ça veut dire qu'on a commandé la matière première pour 8 millions, mais après établissement du fichier électoral, nous avons confectionné exactement 6 877 449 cartes. Pas une carte de plus, pas une carte de moins. Pour le retrait des cartes NINA à la date du 22 juillet passé, la DGE avait estimé le taux national de retrait des cartes à 82%. Il reste maintenant, soulignent les observateurs, de procéder à une forte sensibilisation pour aussi rehausser le taux de participation à l'élection présidentielle. Ce communiqué du ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, le ministre communique la journée du vendredi 26 juillet déclarée journée citoyenne et chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux travailleurs de procéder au retrait de leur carte NINA et à l'identification de leur bureau de vote. En relation avec le même communiqué, augmenter le taux de participation des populations aux élections et assurer la crédibilité du choix des votants, c'est l'ambition de l'association SOS Démocratie. Elle a choisi la Maison de la Presse comme cadre pour sensibiliser les populations sur les échéances. Agibou Koulibaly. Depuis plus de 2 décennies d'exercice démocratique, le taux de participation aux élections au Mali n'a pas dépassé les 40%. Une situation qui interpelle tous, acteurs politiques, sociétés civiles et citoyens. C'est pourquoi l'association SOS Démocratie entend à travers cette journée sensibiliser les populations pour une participation massive aux prochaines élections. Pour la réalisation de ses ambitions, SOS Démocratie bénéficie de l'appui de ses partenaires. Occasion pour les responsables de SOS Démocratie de présenter les résultats de la campagne de sensibilisation sur les questions prioritaires recensées. Aussi, les initiateurs de SOS Démocratie ont animé un point de presse sur la vie de l'association. À travers un sketch, la troupe Yéredon a montré à l'assistance les différents enjeux démocratiques et les conditions de vote dans notre pays. L'Association des jeunes avocats du Mali a officiellement lancé son projet Action Vigilance électorale 2013. Le projet vise à renforcer les compétences des jeunes avocats du Mali en matière d'observation électorale. L'association a formé 100 jeunes qui seront déployés à l'intérieur du pays pour l'observation. Reportage signé Moussa Fani. Pour sa participation à l'élection présidentielle, l'Association des jeunes avocats du Mali vient de lancer le projet Vigilance électorale 2013. Il vise à contribuer au bon déroulement du scrutin. Ce projet devra en effet permettre le respect de la volonté du peuple malien. Nous pensons que nous avons notre rôle à jouer en ce sens dans les observations de ces élections qui ont un caractère assez, assez déterminant pour l'avenir politique du pays. Et nous pensons qu'avoir un regard de juriste sur tout ce qui se passe sur le déroulement des élections conformément à la loi électorale, nous aurons joué notre rôle d'avocat et de défenseur des droits de l'homme et des peuples. L'association des jeunes avocats a également formé 100 jeunes maliens qui seront déployés sur le terrain pour l'observation de l'élection du 28 juillet prochain. Alors nous espérons qu'il n'y aura pas de contentieux et que ces élections vont se passer assez pacifiquement, mais au cas où il y a des contentieux, c'est pour permettre justement aux avocats de savoir ce qu'il faut faire conformément à la loi. L'association des jeunes avocats compte 80 membres. Elle a pour objectif la promotion et la défense des droits de l'homme et des peuples.
La Fédération malienne des associations de personnes handicapées s'active dans la préparation de l'élection de dimanche en partenariat avec le projet d'appui au processus électoral du Mali. Elle vient de procéder au lancement de son projet éducation civique et élection. Ce projet ambitionne la formation de 60 formateurs à Bamako et Sikasso en vue de la mobilisation de 48 000 électeurs dans ces localités. Nouhoum Sissoko. Les personnes handicapées, tout comme les autres citoyens, doivent exprimer leur choix politique et participer à la gestion des affaires publiques. C'est pourquoi la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMA, a initié ce projet d'éducation civique et élection. Il vise à mobiliser les électeurs pour une large participation au scrutin du 28 juillet. C'est pour dire à la communauté politique, aux décideurs politiques que les personnes handicapées ont un rôle à jouer dans ce processus-là, puisque l'État malien a signé la Convention internationale des droits des personnes handicapées dans son article 19 qui dit que les États doivent prendre toutes les mesures pour que les personnes handicapées puissent jouir de leur droit de vote. Outre la chaîne de mobilisation des formateurs, la FEMA entend mener des campagnes de sensibilisation à travers des émissions radio, des articles de presse et des journées culturelles. Nous travaillons dans un programme inclusif où il ne faut pas sortir les personnes handicapées. Tous ensemble, nous formons un Mali tout entier. Donc, nous allons sensibiliser les personnes handicapées après la formation. Nous allons sensibiliser aussi les autres citoyens à aller chercher leurs cartes pour une participation massive des votes. Pour une participation inclusive au processus électoral, la FEMA souhaite que les procédures et matériels électoraux soient adaptés aux personnes handicapées. À Caille, le comité régional d'organisation des élections s'est réuni. La rencontre a fait le point des préparatifs du scrutin de dimanche prochain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le matériel et les documents électoraux sont disponibles et le taux de retrait des cartes NINA est estimé à plus de 82% et c'était à la date du 19 juillet dernier. Caille, nous retrouvons Chaka à Konaté. La région Bécaye est fin prête pour l'élection présidentielle de dimanche prochain. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de la deuxième réunion du comité régional d'organisation des élections. À en croire le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, Ntalam Ag Erzaï, le matériel et les documents électoraux sont déjà sur place dans les 129 communes. Sur 808 900 cartes NINA reçues, 668 728 ont été enlevées, soit un taux de 82,67%, des chiffres qui pourraient être revus à la hausse, car datant du 19 juillet dernier, le gouverneur de région invite les électeurs à sortir nombreux le jour J pour accomplir leurs devoirs civiques. Moi, je ne me focalise pas sur les 82-85% que nous avons déjà atteints. Encore que dans les 2 jours à venir, nous saurons exactement où nous en sommes. Mais déjà, je veux appeler tous ceux qui ont retiré leur carte à se déplacer ce dimanche-là à les urnes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de retirer sa carte et d'en faire seulement comme une carte d'identité ou une pièce de collection. Il faut vraiment l'utiliser. La rencontre a recommandé de poursuivre la sensibilisation afin que les retardataires mettent les 3 jours à profit pour retirer leur carte NINA, l'unique document qui permet de voter. Sensibilisation et information aussi sur la manière de choisir un candidat sur le bulletin unique. Il est demandé à l'électeur de mettre l'empreinte digitale sur la case blanche où se trouve le nom du candidat. En effet, il est interdit de la mettre sur la photo du candidat, sinon le vote devient nul. Voilà, c'est quelques communiqués avant le dossier élection de ce journal, ce 28 juillet. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle, j'allais dire du 28 juillet prochain, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, jeudi 25 juillet, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Cheikh Boukadari Traoré Kar, 10h Youssouf Sissé, 10h30 Konimba Sidibé Modek, 11h Zoumana Sako, Sénas Faso Here. Et vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Chokel Kokala Meiga du MPR,
Oumar Ibrahim Touré de l'APR, Oumar Mariko de Sadi, Modibo Sidibé de Phare et Nyankoroye Samake du PACP. À suivre aussi les entretiens avec les candidats Zoumana Sako de la Sénas Fasohere et Ousmane Ben Fana Traoré du PCR. Dans l'objectif d'une élection apaisée reçue chez nous au Mali, le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania demande à tous les chers khalifes Mokadem et adeptes de la Tarika Tidjania de faire des bénédictions nourries au cours du Hadra de vendredi prochain dans tous les zaouïas et les mosquées installées sur toute l'étendue du territoire. Il est également demandé à tous les adeptes de se retrouver à la grande mosquée de Bamako pour les mêmes bénédictions vendredi à partir de 15 h. Le président de la Cour constitutionnelle informe les délégués de la Cour pour les élections présidentielles et législatives 2013 que leur répartition entre les communes, le programme de départ et de paiement des indemnités sont disponibles sur le site de l'institution www.cc.insti.ml. Pour les régions de Caille, Tombouctou et Gao, le paiement des indemnités est en cours au niveau de la Cour constitutionnelle et le départ est fixé demain jeudi à partir de 8 h au Centre international de conférence. Voilà, nous ouvrons une large fenêtre justement sur la Cour constitutionnelle. Ce 28 juillet, les regards seront fixés sur le scrutin présidentiel. Et la cheville ouvrière de cette édition est la Cour constitutionnelle. C'est elle qui valide le vote des 6 800 000 électeurs et au pire des cas annule l'expression citoyenne. Abbas Fambouri s'intéresse dans ce dossier au juge des élections. Dans la construction de l'État démocratique que nous avons entamé depuis 1991, la Cour constitutionnelle en est une vitrine majeure. Le juge constitutionnel a existé pendant la Première République. C'était sous forme de la Cour d'État. La section constitutionnelle de la Cour d'État n'a pas fonctionné au niveau de la Première République. Au niveau de la Deuxième République, la section constitutionnelle de la Cour suprême n'a pas fonctionné. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'effectivité de la Cour constitutionnelle se situe à l'intérieur d'un système politique démocratique pluraliste caractérisé par un certain nombre de principes fondamentaux, la séparation des pouvoirs, la liberté politique, c'est-à-dire le pluralisme politique intégral, ensuite le respect des droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine et la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la suprématie de la Constitution par rapport à toutes les autres normes. Ainsi, la Cour constitutionnelle, dans ses missions essentielles, est au début et à la fin du scrutin présidentiel de ce dimanche. Elle veille sur la régularité des consultations électorales, examine les contentieux et proclame les résultats du scrutin. En ce sens, les 9 sages sont les régulateurs du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, tout en garantissant les droits fondamentaux des Maliens et de leur liberté publique. Étant donné que la Constitution dit que la Cour veille à la régularité des élections, la Cour ne peut veiller à la régularité des élections le jour du scrutin si elle n'est pas sur place. Donc la Cour est sur place, elle constate. Ensuite, elle tire les conséquences du droit par rapport à ce constat-là, le jour du scrutin, par les délégués et les conseillers même de la Cour constitutionnelle. Enfin, après le scrutin, la Cour statue sur le contentieux électoral, vide le contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections législatives et présidentielles. De son installation à nos jours, soit 19 ans de pratique, la Cour constitutionnelle s'est bien installée dans son rôle, mais pas loin des regards. Et 1997 reste un tournant important dans l'affirmation de l'institution. En tous les cas, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et prennent effet dès leur prononcé. Après ce frémissement survenu à notre marche démocratique, les regards sont encore fixés sur l'intime conviction des 9 sages pour le renouveau du Mali annoncé. Certainement, des élections crédibles et apaisées seront passées par là.
L'actualité sur un tout autre plan, la 7e conférence du Forum des Premières Dames sur le cancer du col de l'utérus, du sein et de la prostate en Afrique a pris fin à Maputo, dans la capitale mozambicaine. Avait pris part à ce forum, on la voit sur ces images, l'épouse du président de la République par intérim, conférence qui s'est déroulée du 20 au 23 juillet. Madame Traoré Mintou Doucouré et une dizaine d'autres Premières Dames d'Afrique se sont rencontrés sur le thème « Ensemble, nous pouvons sauver des vies ». Le forum de Maputo s'est beaucoup apaisanti sur la promotion des actions de diffusion des messages éducatifs ainsi que le plaidoyer pour l'accès universel au traitement et d'autres moyens de prévention. En marge de ces travaux, Mme Traoré Mintou Doucouré a rencontré la communauté malienne résidant à Maputo. Déclaration du Bureau national du syndicat des travailleurs et structures de santé qui informe ses militants que la grève décrétée par le syndicat national de la santé et de l'action sociale du jeudi 25 au 26 juillet 2013 ne les concerne pas. Le secrétaire général Mambi Keita est au micro de Fatoumata Koni. Le Bureau national du syndicat des travailleurs des hôpitaux et structures de santé, SYNATRAS, au regard des conventions 87 et 98 de l'OIT, relatives à la liberté syndicale et aux droits d'organisation et de négociation collective ratifiés par le Mali, informe l'ensemble de ses militantes et militants que la grève décrétée par le syndicat national de la santé et de l'action sociale du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2013 ne les concerne pas et ne saurait à ce titre les engager. Aussi, le Bureau national du syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures de santé invite tous ses militants et militantes de Kaya Kidal à rejoindre leurs services respectifs et à continuer comme d'habitude leur travail. Par la même occasion, le Bureau demande à l'administration de prendre toutes les dispositions utiles afin que les travailleurs membres du SYNATRAS puissent rejoindre leur poste en toute quiétude, tout en remerciant l'ensemble de ces militants et militantes pour leur engagement syndical. Le Bureau national SYNATRAS leur demande de rester vigilants. Salutations militantes, le secrétaire général Mambi Keita. Poursuite de la visite dans notre pays de la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, accompagnée de son homologue du Mali. Elle était face ce matin aux hommes de médias de la région de Sikasso. Objectif, rappeler les règles de bonne conduite en période électorale. Sikasso, nous retrouvons Sekou Konate. Au cœur de cette rencontre avec les hommes de médias de la région de Sikasso, les grandes lignes de cahier des charges des radios privées. Le texte de loi relatif à l'octroi, la suspension ou le retrait de la licence et les règles d'éthique et de déontologie. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, les journalistes, les animateurs ignorent complètement le contenu des cahiers de charges et il faut absolument qu'on le leur rappelle, donc, parce que les textes sont clairs. Un espace d'échange dont l'importance n'échappe point aux autorités régionales. Ces échanges d'expérience en matière de régulation de la communication offre l'opportunité de renforcer les capacités professionnelles en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, notamment en période électorale. Et la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, qui a entretenu les participants sur les règles d'éthique et de déontologie, de livrer ce message. Faire en sorte que les médias, dans cette période particulière de la campagne électorale, surtout dans une situation particulière au Mali, que les médias soient des médias qui prônent la concorde, qui prônent l'apaisement et qui fassent en sorte que la situation ne s'envenime pas de par leur faute. Et les attentes sont fortes au sortir de cette rencontre. Il y a à Sikasso, dans la région de Sikasso, zéro dérapage pendant ces élections. Que tous les candidats soient pris en compte par les différents médias et que cela se fasse sur la base de l'équité. La mise à disposition des textes de loi et de la loi électorale permettra d'atteindre cet objectif de zéro dérapage.
Ouverture à Bamako ce matin de la journée de restitution de la 57e session de la Commission sur la condition de la femme des Nations Unies. Une rencontre organisée par Femnet Mali en collaboration avec ONU Femmes. L'élimination et la prévention de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles est le thème de la session. Session suivie par Rachel Tessougué. Le rapport de la 57e session de la Commission sur la condition de la femme des Nations Unies mentionne les lacunes et les défis qu'il faut surmonter en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes dans chaque pays membre de l'Organisation des Nations Unies. La situation des femmes du Mali y occupe une place importante. La résolution demande instamment que les violences sexuelles figurent parmi les actes interdits dans les accords de cessez-le-feu et dans les dispositions relatives à la surveillance de cessez-le-feu, et elle insiste sur le fait qu'il est essentiel d'associer les femmes à toutes les mesures de prévention et de protection. Selon la représentante de ONU Femmes au Mali, les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la protection des femmes contre les violences sexuelles à l'échelle locale. La société civile doit aussi jouer sa partition. Je pense que la rencontre que vous êtes en train de faire aujourd'hui rentre dans ce cadre-là pour que la société civile joue sa partition et puisse mieux accompagner les initiatives que le ministère va mettre en place, de sorte que le Mali ne soit pas à la traîne de la mise en œuvre des recommandations de cette CSOV-là. Le 24 juin 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé un débat sur la violence sexuelle que subissent les femmes dans les conflits armés. Il a adopté la résolution 2106 sur la prévention de ces violences. Voilà, ce reportage met un terme définitif à ce journal.